Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo qui parle de la sélection en master de psychologie. Les deux fois d'avant, nous avions vu comment trouver les informations et que faire de ces informations-là, donc comment nous organiser pour la suite des événements. Donc là, logiquement, nous allons travailler sur comment se passe la sélection et comment fonctionnent les choses pour essayer de mieux comprendre la procédure. Il faut savoir que la plupart des universités utilisent le site e-candidat pour faire les candidatures, mais après, toutes les universités n'utilisent pas. Donc il peut exister des universités, comme l'université de Rouen, il me semble, qui utilisent plutôt des sélections en papier. Mais bon, ça change pas grand chose à la sélection en tant que telle, que ce soit par e-candidat ou pas, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Dans tous les cas, la procédure sera spécifiée sur trouvermonmaster.gouv.fr, sur le site des universités ou sur d'autres informations que vous avez recueillies préalablement via les portes ouvertes, via ce que vous avez demandé aux anciens étudiants de la formation ou aux étudiants actuels, ou via le service universitaire d'orientation. Dans tous les cas, vous allez voir que si vous candidatez dans une autre université, il faudra créer un compte afin de faire votre candidature et remplir des informations dans parcours externe et profil pour mettre vos coordonnées et vos cursus année par année. Parce que quand vous candidatez dans une université dans laquelle vous n'avez jamais été étudiant, toutes ces informations-là ne seront pas mises. Donc il faudra mettre, vous avez fait une licence dans telle université, vous avez fait un stage dans telle structure, avec tel parcours, avec telle mission, ça a duré tant de temps et compagnie. Et bien évidemment, il faudra remplir aussi votre profil en mettant votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, toutes ces informations-là. Si vous candidatez dans votre université, ce qui est bien, c'est que vous n'aurez pas de compte à créer puisque vous pourrez accéder à votre compte directement avec vos identifiants de la fac. Et les informations de base, dont le parcours interne et votre profil, seront déjà remplis, donc du coup, vous n'aurez pas à le faire. Mais par contre, tout ce qui est stage, expérience professionnelle, parcours dans une autre université, ou dans d'autres universités, tout ça, ce ne sera pas mis sur e-candidat, donc il faudra bien faire attention à bien tout remplir. Parce que toutes ces informations-là sont importantes pour candidater et pour être sûr de bien avoir tous les éléments. Imaginons que vous candidatez dans un master psychologie du travail et des organisations et que vous avez un BTS ou une autre formation qui est spécialisée dans tout ce qui est ressources humaines. Ça peut être important justement pour potentiellement candidater dans une formation en psychologie du travail et des organisations. Du coup, il faudra bien faire attention à ça. Les différents papiers, les papiers justificatifs, soit ils sont envoyés directement sur e-candidat, donc dans ce cas-là, il faudra les mettre en PDF et les transférer sur e-candidat. Alors soit c'est document par document, soit c'est tout document d'un coup, ça dépend des choix de l'université, ou soit c'est envoyé par courrier. Dans tous les cas, vous aurez des repères pour savoir justement comment fonctionnent les choses. Donc quand vous aurez des éléments envoyés, vous serez marqué en attente. Et quand vous aurez envoyé les documents, normalement vous serez mis en réceptionné, donc c'est-à-dire que les documents que vous avez envoyés ont été reçus. Et après, vous serez soit en complet, donc dans ce cas-là, tout ce que vous avez envoyé suffit pour votre sélection, ou soit vous serez mis en incomplet, et dans ce cas-là, il faudra envoyer d'autres documents pour être sûr de pouvoir candidater comme il faut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tant que vous n'avez pas envoyé tous les documents nécessaires pour faire votre candidature, vous ne pourrez pas avoir une réponse pour savoir si vous passez à la deuxième étape, à savoir l'entretien. Donc il faudra bien faire attention à ça. Et s'il y a un problème quelconque et que vous n'arrivez pas à trouver, vous voyez que les informations ne sont pas à jour ou que vous êtes toujours mis en attente alors que ça fait 2 semaines que vous avez envoyé le document, dans ce cas-là, je vous conseille de contacter évidemment le secrétariat pour savoir si ils ont bien reçu le document et s'ils n'ont pas des dates spécifiques à vous communiquer pour savoir quand est-ce qu'ils vont étudier tout ça. Normalement, tout sur e-candidat est marqué. Donc si vous avez des réunions spécifiques pour étudier les candidatures, c'est écrit sur le e-candidat et que vous avez un mail automatique pour envoyer les choses. Mais bon, dans le doute, vous pouvez toujours contacter la fac si vous avez un problème. Pour pré-candidater, il ne me restera plus qu'à aller dans l'onglet de la plateforme et sélectionner l'année et le parcours. Je dis bien l'année et le parcours parce qu'il peut exister des cas où vous pouvez candidater en Master 1 et en Master 2, comme vous l'avez vu dans la première vidéo avec l'Université de Nanterre. Donc il faut bien faire attention à bien choisir Master 1 si vous voulez rentrer en Master 1 ou Master 2 si vous voulez rentrer en Master 2. Alors c'est des petites bricoles, mais quelquefois ça peut arriver que on se trompe quoi. Donc dans ce cas-là, il faudrait bien lire en entier les choses et être sûr de ne pas se tromper. La candidature définitive, entre guillemets, se faisant après avoir envoyé l'ensemble des documents demandés, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et si votre année n'est pas disponible dans les choix, contactez le secrétariat, parce que ça peut très bien être soit le site qui n'est pas à jour, soit les informations que vous avez reçues qui n'est pas à jour, ou soit il y a une procédure particulière qui n'est pas écrite. Si vous envoyez les choses par courrier, vérifiez bien s'il ne faut pas envoyer un accusé de réception. C'est évident, mais si vous avez un justificatif pour dire que ça a été envoyé à telle date, ça vous permet aussi d'être sûr que la chose ne s'est pas égarée.
Il faut faire attention parce que e-candidat c'est bien, mais comme je l'ai dit, chaque université a un compte e-candidat. Il faudra bien faire attention que si vous candidatez à Rennes 2 et à Toulouse 2, vous ayez bien 2 comptes spécifiques, un pour Rennes 2 et un pour Toulouse 2, parce que bien évidemment, e-candidat ne fonctionne pas pour différentes universités. Comment se passe la procédure en règle générale? Donc c'est d'abord l'ouverture des demandes. L'ouverture des demandes, c'est à partir de ce moment-là où vous pourrez demander à être potentiellement sélectionné dans telle université. Après, vous allez devoir envoyer les documents demandés. Là, on est dans la partie réception des dossiers. Donc là, c'est l'université qui va recevoir les informations et vous dire justement que tout a bien été envoyé ou vous demander d'autres documents. Et après, vous allez avoir l'étude des différentes candidatures. Et ensuite, une réponse va être transmise. Et dans ce cas-là, vous allez soit avoir une réponse non. Et dans ce cas-là, vous allez malheureusement pas pouvoir être pris. Mais bon, normalement, vous avez candidaté dans plusieurs universités, donc ça pose moins de problèmes. Soit c'est oui, et dans ce cas-là, vous avez un entretien individuel qui est programmé avec les candidats sélectionnés en cours de cette procédure-là. Dans ces cas-là, il faut bien être sûr de pouvoir être disponible, et si ce jour-là ou cette heure-là ne convient pas, pour X raison, de bien faire les choses comme il faut pour reporter ou décaler et compagnie comme il faut. Je vous ai mis dans la barre d'infos quelques conseils sur l'entretien, comment on peut se préparer et compagnie, mais je vais faire une vidéo spécifique là-dessus la prochaine fois, donc voilà, j'en parle pas plus. Après l'entretien, il va y avoir une réétude des dossiers pour faire une synthèse de tous les candidates et candidats éventuels. Après, l'université va donner soit une réponse oui, soit une réponse non, ou soit une réponse mise en attente. Alors, le délai est normalement de quelques jours, mais bon, vous imaginez bien qu'avec la situation actuelle et avec les étudiants, les réponses vont peut-être mettre un petit peu de temps à venir. Dans ce cas-là, ne paniquez pas. Si vous avez une réponse qui est mise en attente et que cette formation-là vous intéresse pas trop, dans ce cas-là, vous pouvez mettre ça de côté et attendre une réponse plus précise. Si cette formation-là vous intéresse pas et que vous avez été prise ailleurs, dans ce cas-là, je vous conseille fortement et que vous avez bien été prise après entretien et que la réponse est bien oui en deuxième réponse. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire et ce que je vous conseille de faire, c'est d'annuler votre candidature dans cette université-là, ce qui permet de laisser de la place pour les autres étudiants. Et si c'est une formation qui vous intéresse et vous êtes mise en attente, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de contacter le secrétariat pour savoir comment se passent les choses et si vous avez éventuellement d'autres choses à préparer. Alors normalement c'est pas le cas, mais ça peut exister, donc il faut faire attention à ça. Et vous aurez alors un certain délai pour accepter ou refuser leur réponse, positive ou négative. Dans certaines universités, ce qui est important, c'est qu'il peut exister une deuxième session de candidature, mais c'est pas toujours le cas, d'où l'importance de bien se renseigner avant. En règle générale, les universités n'ont qu'une session de sélection, mais il peut en arriver d'autres. Mais bon, c'est vraiment dans les universités très très sélectives, et dans ce cas-là, ils veulent que la crème de la première et de la deuxième. Mais bon, normalement, la première suffit. Et à chaque étape, vous serez libre d'annuler votre candidature, bien évidemment. Imaginons que vous avez candidaté dans une université qui vous intéressait pas trop, mais que vous vouliez faire quand même pour être sûr d'être pris quelque part. Dans ce cas-là, si vous avez une autre réponse d'une autre université dans laquelle vous êtes accepté, vous pouvez bien évidemment refuser cette chose-là. Ou si finalement cette formation-là vous intéresse pas trop et que vous préférez, dans le pire des cas, faire autre chose que faire ce master-là, dans ce cas-là, vous pouvez aussi refuser, bien évidemment. Et si vous êtes mis en attente, il faudra attendre que les places se libèrent, ce qui peut être long et stressant. Donc, comme j'ai dit, si vous êtes mis en attente et que cette formation-là vous intéresse pas trop et que vous êtes pris ailleurs ou que vous voulez faire autre chose, dans ce cas-là, vous refusez et ça libère une place pour les autres candidats. Et si vous êtes mis en attente dans une formation qui vous intéresse, dans ce cas-là, vous restez et vous attendez une réponse. Chaque université a son propre planning, il faut donc regarder les différentes sources pour être sûr de ne pas rater les différentes dates, mais de façon générale, ça se passe de mi-mars pour les universités les plus rapides à fin juin pour les plus tardives, voire de mi-août, début septembre pour certaines universités ou deuxième session. Qui dit date de sélection, date de candidature, date d'entretien et compagnie, dit, comme j'ai dit la semaine dernière, un tableau récapitulatif et des rappels sur Google Agenda, Trello et compagnie pour être sûr de ne pas louper les informations importantes. Vous imaginez bien qu'avec le Covid et la situation actuelle, ça va être un peu particulier au niveau de la sélection. Enfin, j'imagine que les universités et les étudiants vont avoir un peu du mal à bien s'y retrouver, donc faut être patient, faut candidater quand il faut candidater et vous organiser le plus tôt en amont pour faire ça, parce que comme je l'ai dit et comme je le redirai plus tard, plus vous organisez en amont, plus vous avez une candidature qui va être personnelle et bien faite, et plus vous pourrez envoyer les documents le plus tôt possible, et plus ce sera organisé. Par exemple, si vous verrez ça dans une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelques conseils, mais bon, disons pour faire simple, que plus vous serez organisé et plus vous faites une candidature qui va être belle et agréable à lire, plus vous augmentez vos chances pour être pris, évidemment.
En plus de ça, plus vous avez préparé les documents nécessaires en amont et fait tout ce qui est lettre de motivation et CV personnalisé à chaque formation, comme je le dirai plus tard, en amont, plus vite vous pourrez aussi demander les papiers nécessaires qui peuvent être demandés en complément ou des procédures spécifiques que vous devez faire en complément à côté. La semaine prochaine, on verra les documents à fournir, obligatoirement ou pas, et comment est-ce qu'on peut gagner du temps, on va dire, en les donnant. Je vous dis une bonne semaine, une bonne journée, et à bientôt. Et aussi une bonne année, bien évidemment, parce que je voudrais bien sortir cette vidéo-là en janvier. Voilà. À la prochaine!